I don't wanna be right. If being right means being without you, I'd rather live a wrongdoing life. Alors, le fonctionnement de WordPress. Alors, avant qu'on rentre dans les détails de WordPress, il faut déjà voir ce qui se passe en amont au niveau du serveur. Je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises et je me permettrai de réexpliquer cette fois avec des schémas que j'ai faits pour bien que ce soit compris, parce que sans cela, WordPress, ça va piquer. Donc déjà, en fait, quand vous avez démarré ce cours, et bien entendu, sur le papier, vous êtes censé déjà bien maîtriser ce que c'est que le HTML, le CSS et le JavaScript. Regardez, en théorie, bien entendu, vous avez commencé l'apprentissage de cela, donc vous n'êtes pas encore des super masters, il faudra de l'expérience, mais vous voyez ici, si je vais dans mon serveur WAMP64, 3W, j'ai par exemple créé un simple site web, mon portfolio. Et alors, regardez soit à l'écran, soit sur le Teams si c'est trop loin, mais vous voyez ici, j'ai 4 pages. 1, 2, 3, pardon, 5 pages HTML. Et à l'intérieur, j'ai les assets, donc ce qu'on appelle les propriétés, hein, le capital, où il y a du JavaScript, des images, les fonts et les CSS pour bien organiser. Mais sinon, on n'a que 4 pages. Et si je regarde en front-end, donc vous voyez ici 127.001 qui est l'équivalent de localhost, le nom de mon dossier de mon simple site web à 5 pages web. Et on a la première page, je vais mettre la page d'accueil qui est à la racine du site. Et là, j'arrive sur ce site. Alors ça, cette page-là, ce n'est pas écrit ici, mais c'est index HTML. About. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez ici, alors c'est index.html dièse about. Ça, c'est un lien qui mène directement dans la même page. Regardez, quand je clique, il n'y a rien qui va changer en haut. Je descends en bas. Et vous pouvez voir ici, il y a About, c'est donc ce qu'on appelle un lien interne. Ensuite, si je vais sur la page Contact, là, pareil, je suis dans la même page index.html et j'ai du dièse. Si je vais sur la page Portfolio, là, par contre, on voit que je suis sur la page Portfolio HTML. À l'intérieur, ils ont mis des images bidons. Vous voyez cet effet. Ça, cet effet, c'est fait avec du CSS et du JavaScript. Cette petite animation. Et quand je clique sur un des projets du portfolio, j'arrive sur la page Portfolio Single HTML. Et enfin, la page blog sur blog HTML. Et chaque article de blog redirige vers blog Single HTML. Donc, si on regarde le code source, je vais zoomer pour que vous voyez, eh bien, au début de votre formation, vous avez appris à fabriquer ces codes HTML et ces pages HTML toutes simples avec des images et des appels de fontes et de fichiers CSS. Et ça, bien entendu, nous ne vous demandons pas de connaître par cœur toutes les balises CSS et HTML. Il y en a des milliers, ce n'est pas possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un système d'emboîtement, là. Vous voyez, comme des poupées russes. Bonjour Axel. Pas grave. Ou des balises contiennent d'autres balises, qui contiennent d'autres balises, etc. Ce système de poupée russe. Et donc, c'est le fameux squelette d'une page web. Il est fait par HTML. Donc, vous faites un site web en Python, PHP, n'importe quel langage du monde, il y aura du HTML. Il faut fabriquer des pages HTML parce que votre navigateur ne peut vous afficher que des pages HTML. On rajoutera du CSS pour mettre en couleur. On rajoutera du JavaScript pour mettre des petites animations ou contrôler les champs d'un formulaire, par exemple. Donc, bien entendu, avant de démarrer le PHP et la fabrication de thèmes, il faut déjà être capable de fabriquer ces pages HTML à la main. Donc, le site que je vous ai montré n'est pas un site dynamique, puisqu'il n'y a aucun PHP, il n'y a pas d'accès à une base de données, c'est juste des pages HTML qui ont été rajoutées à la main.
Là, je vous ai montré un peu de code et vous voyez donc là en bleu, ciel, c'est le code HTML. Et là, on fait des références à du CSS en bleu marine, ici. Et là, en violet, on voit des appels à du JavaScript. Donc, tout le code JavaScript, il est à l'intérieur. Alors maintenant, voyons comment fonctionnent les serveurs. Je vous l'avais déjà expliqué, mais là, j'ai fait plein de petits schémas. Donc, ça, vous avez compris, c'est un système de client-serveur, requête, et le serveur renvoie la réponse. Exemple, je cherche les Nike Air Max sur Amazon. Amazon renvoie la page avec toutes les Nike Air Max qu'il y a dans son magasin de produits. Si on regarde à l'intérieur d'un serveur, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors déjà, le serveur, il nous faut un serveur web. Petite parenthèse, il existe plusieurs serveurs web. On a le serveur de Microsoft, Microsoft IIS, qui s'installe sur un Windows Server qui est payant. Et on a les serveurs web gratuits sur le système d'exploitation Linux, Apache et Nginx. Vous, quand vous prendrez un hébergement web, très souvent, on prend ce qu'il y a de moins cher et c'est souvent des systèmes Linux. Donc, très souvent, vous aurez des serveurs web Apache. Donc, que se passe-t-il à l'intérieur du serveur? Alors, regardez, j'ai zoomé sur le serveur et on voit ici les requêtes-réponses qui arrivent sur le serveur. Alors, qu'est-ce que c'est un serveur? En fait, un serveur, c'est un ordinateur. Et forcément, l'ordinateur, il a une carte réseau pour se connecter. On ne va pas connecter un serveur avec du Wi-Fi. Vous imaginez bien, le Wi-Fi, il y a des pertes de connexion. Un serveur web, on ne peut pas se permettre. Donc, on connecte ça avec du câble à la box. On achète une IP fixe et on dit au serveur de nom de domaine, ben voilà, cette IP fixe-là, ça correspond à mon site à moi. Là, j'ai pris un exemple du site le plus connu, c'est Amazon.com. Donc, le serveur d'Amazon, il écoute là, sur l'IP, toutes les requêtes qui rentrent des visiteurs du site Amazon.com. Et on voit ici le disque dur, bien sûr, puisque c'est un ordinateur, un serveur, où il y aura tous les fichiers du serveur, les fichiers HTML, CSS, PHP, tout est stocké là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une requête qui arrive, nous avons Apache, qui est le serveur web. Lui, son rôle, c'est d'écouter toutes ces requêtes pour pouvoir après les rediriger vers les bons, on va dire, travailleurs, employés de tout le serveur web. Donc, la requête, en fait, il y a Apache avec cette flèche violet qui écoute constamment ce qui se passe sur cette IP-là, qui est l'IP du nom de domaine. Donc, il écoute. Là, il y a une requête qui arrive. Donc, elle est transmise à Apache. Apache, qu'est-ce qu'il fait? En fonction de l'URL, il va chercher le bon fichier à afficher, à renvoyer en tant que réponse aux visiteurs du site web. Donc, il cherche dans le disque dur. Ici, il y a tous les fichiers HTML du site web. Là, on est dans un exemple de site web HTML. Et là, qui c'est qui a fait ces pages web HTML? Et bien là, c'est vous, c'est le développeur qui est ici. Et il a envoyé par FTP sur le disque dur tous les fichiers HTML. Concrètement, c'est quoi? C'est nous ici. Avec notre Visual Studio, on a… C'est éteint, mon Visual Studio, pardon. Il est là. Avec notre Visual Studio, si je vais dans mon portfolio ici, il y a des pages. Regardez, je vais dans Index. Eh bien là, c'est vous, vous avez fait tout le code HTML, CSS et JavaScript. Donc, c'est vous en tant que développeur, vous avez tout mis ça ici sur le site web. Alors, ici, je vous ai mis une copie d'écran pour vous rafraîchir la mémoire, ici avec le C, WAMP64, 3W. Tout est là. Si vous êtes sur un système Linux, bien entendu, ça ne va pas être C, WAMP64, 3W. Ça va être un autre dossier parce que c'est un autre logiciel. Vous, ce n'est pas le cas, vous bossez avec Windows. Donc, tous vos sites web sont là. Et comme vous êtes développeur web et que vous n'allez pas développer qu'un seul site web dans votre vie, à chaque fois que vous développez un truc, avant de le mettre en ligne, vous le développez en local. Sur votre serveur à vous, Apache, dans le dossier 3W, vous créez un dossier par site web. On a vu, moi, j'avais créé WP 2021 pour un site WordPress. On voit ici, j'ai un dossier Presta21, c'est un site PrestaShop. On a le dossier ExoPHP, c'est un site avec des pages PHP pour faire les exercices que nous avons fait ensemble. Un autre CP Web 1920, c'est un autre site web WordPress, les cours PHP, etc. Donc, Apache va chercher le bon fichier. Admettons, si la requête, c'est sur la page d'accueil,
eh ben, il va chercher la page d'accueil, très souvent qui est index.html, et il va la renvoyer dans le sens inverse vers le visiteur qui a demandé la page d'accueil. Tout cela se fait à la vitesse de la lumière, en sachant qu'il y a peut-être 1000, 2000, 10 000 visites en même temps à la seconde sur un site. Donc, ça va très, très vite. Récapitulatif, donc. Le client tape amazon.com. Poum, la requête est envoyée. Avec le DNS, on cherche l'IP. On va sur le serveur. On demande la page d'accueil. Le serveur va chercher dans le disque dur la page d'accueil HTML. Il en fait une copie et il l'envoie au client dans le navigateur. Et la page HTML s'affiche sur le navigateur. Maintenant, voyons une requête plus compliquée. Alors, avant, peut-être, avez-vous une question pour le moment sur cette architecture client-serveur avec le simple HTML, là? C'est bon? Bon. Donc, maintenant, voyons une requête plus compliquée. Je vais la faire en direct live, la requête. Imaginez, je vais sur le site amazon.fr et je reprends mon exemple Nike Air Max. Je tape Nike Air Max. Regardez le temps, là. C'est en train de calculer. Il y a les requêtes qui est envoyées. Il y a le serveur Amazon qui est en train de travailler. Il est en train de fabriquer la page avec toutes les Nike Air Max et il va la renvoyer petit à petit, paquet par paquet. C'est en train de bosser. On a une connexion. Je suis en live direct, là. Donc, là, ma connexion n'est pas très élevée. Ça rame un peu. J'espère qu'il va être assez rapide pour vous montrer la page des Nike Air Max. S'il rame trop, on va admettre que vous avez vu les résultats de la page. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit toutes les Nike Air Max en vente. Et après, on peut filtrer par catégorie, par nombre d'étoiles, etc. Donc, voici une requête compliquée. Alors, revoyons tout ce qu'on a vu juste avant avec des simples pages HTML, mais maintenant avec une requête compliquée. Donc, on a toujours notre serveur Amazon. Et là, vous voyez ma requête. Alors, ma requête, on peut la reconnaître parce qu'en fait, le serveur Apache va surtout regarder ce qu'il y a dans l'URL. Donc, il va savoir qu'est-ce que vous voulez. Là, quand on voit, vous voyez cette requête que j'ai copiée, là, si je reviens sur mon site Amazon, vous la voyez ici, la requête. Nike Air Max, MR en français, Amazon, blablabla. Alors là, ce n'est pas exactement la même. Quand je l'ai tapé, j'ai fait mes slides, ce n'était pas ça, mais bon, peu importe. On fait une requête de recherche de Nike Air Max. Donc, la requête est envoyée. Le serveur Apache écoute, il reçoit la requête. Il va chercher les fichiers des Nike Air Max. Sauf que des Nike Air Max, il y en a combien? Il y en a 3000. Il y a plus de 3000 résultats. Donc, vous imaginez bien que la page des résultats de Nike Air Max, il est possible avec 100 millions de visiteurs par mois. Vous imaginez le nombre de requêtes Nike Air Max, Stan Smith, robe à fleurs, bikini jaune, t-shirt vert, déguisement, carnaval, Halloween. Imaginez toutes les requêtes. Vous ne pouvez pas fabriquer des pages HTML en anticipant les recherches des utilisateurs. De la même manière, il y a 3000 Nike Air Max. Vous n'allez pas fabriquer à la main chaque page HTML de chaque Nike Air Max. C'est juste pas possible, sachant que le site évolue, il y a des produits qui sont plus en vente, il y a des nouveaux produits qui arrivent. Vous imaginez l'équipe de milliers de développeurs qu'il faudra à chaque fois fabriquer les pages HTML. Ce n'est pas possible. Donc, comment on fait? D'autant plus que là, on a l'exemple des Nike Air Max. Mais imaginez, pour les livres, pour les appareils électroniques, les machines à laver, il faudrait des millions et des millions de pages HTML. Ce n'est pas possible à gérer ça de façon statique. Donc, comment on fait? Alors là, je vous ai mis l'icône du développeur qui n'est pas content parce que le temps qu'il crée 10 pages produits dans la journée, il y a déjà 10 000 nouveaux produits à créer. Ce n'est pas possible. Donc, comment fait-on? Eh bien, quand on reçoit ce genre de requête, le serveur Apache l'écoute, reçoit la requête, il va chercher le fichier pour pouvoir afficher quelque chose sur le navigateur du client. Donc, un fichier HTML, on aimerait, puisque le navigateur ne lit que le HTML, le CSS, le JavaScript. Alors, au lieu de fabriquer 10 000 pages HTML statiques, eh bien, on a un autre serveur, qui est le serveur des bases de données. Et lui va tout stocker dans des bases de données. Rappelez-vous, c'est quoi une base de données? C'est comme un énorme classeur Excel.
avec tout organisé par onglet. L'onglet produit, l'onglet commande, l'onglet client, l'onglet partenaire, l'onglet ceci, l'onglet cela. Tout est stocké dans la base de données. Donc, le HTML va essayer de récupérer les données dans la base de données. Ce qui se passe, donc, c'est que le serveur MySQL, de la même manière que Apache, lui, il écoute l'IP sur le port 3306. D'accord? Donc, une IP, on vous avait expliqué ce que c'était avec exactitude une IP et un port? Non? Je peux faire un bon. C'est encore flou? Bon, ce n'est pas très grave parce que votre boulot, vous, c'est développeur web, ce n'est pas administrateur de réseau. Pour faire simple, l'IP, c'est comme l'adresse d'une maison, 14 rue Général de Gaulle. Okay, donc, chaque maison a son adresse. Et bien, chaque ordinateur, chaque frigo connecté, voiture connectée, les watch, les Wi-Fi, les routeurs, les ordinateurs, tout ce qui est connecté à Internet, les webcams Wi-Fi, ils ont une adresse IP. Ça permet d'échanger, c'est comme un numéro de téléphone ou une adresse pour envoyer du courrier. Maintenant, quand vous arrivez à une IP, imaginez, l'IP, c'est une adresse d'une maison, et dans la maison, vous avez une maison à 2 étages, et vous avez des fenêtres. Imaginez qu'à chaque fenêtre, vous avez un commerçant qui offre un service. Vous en avez un, par exemple, à la fenêtre du rez-de-chaussée qui va faire des services de cordonnerie. Un autre qui va vendre des kebabs. Un autre en haut, au premier étage, qui va vendre des t-shirts. Un autre, il va vendre de l'essence, une station essence. Donc, chaque fenêtre, il y a un service particulier qui est offert à tous ceux qui viennent à la maison. Et bien, ces services, ces fenêtres-là, c'est les ports. Il y a 65 535 ports et une machine, elle peut être aussi bien offrir un service de serveur web avec le port 80. Donc, imaginez la fenêtre, vous avez un commerçant qui fait des sites web, qui envoie les pages web. Vous pouvez avoir le port 3306 qui va servir pour les bases de données. Si vous avez, par exemple, Discord, vous vous connectez au serveur Discord. Le serveur Discord, il va être sur le port, je ne sais lequel, 5548, par exemple. FTP, vous avez vu FTP pour envoyer des fichiers? C'est un serveur d'envoi de transfert de fichiers. Lui, il va écouter la même IP, et mais il va être à la fenêtre 21, le port 21, et etc., etc., etc. Donc, pour faire simple, on a l'adresse physique ici qui est l'IP, et sur un ordinateur avec une IP, on peut mettre différents services, un service par port, et là, on a le service, donc serveur Apache, le service MySQL, le serveur de base de données MySQL qui écoute le 3306. Donc, si on revient à notre exemple, on a la requête qui arrive, on cherche les baskets Nike Air Max. Apache récupère la requête, il va chercher le fichier. Pour le moment, vous avez vu que HTML. Donc, il va chercher HTML. On a vu qu'on stocke tout dans des bases de données. HTML est censé récupérer les prix, les titres, les descriptions, les images, les tags de chaque basket. Et il va essayer de les récupérer sur la base de données. Pour cela, on va se connecter au serveur de base de données. Souvenez-vous, si je vais ici dans un de mon site WordPress, je vais dans le wp-config, regardez ici, on a le host. Alors là, j'ai mis localhost parce qu'on est en local, mais je pourrais mettre 212.48, le nom du serveur web de Amazon. Donc, c'est pour ça, et je ne sais même pas s'il y a le 3306 ici. Non, il n'y est pas. Bon. Donc, HTML doit se connecter au serveur MySQL pour aller récupérer les données. Donc, on voit ici la requête du serveur du fichier HTML qui va aller interroger le serveur de base de données. Il va dire, ouais, c'est dans cette base de données-là que sont stockées les baskets. Pourquoi dans cette base de données-là? Parce que vous aurez paramétré votre site web pour dire c'est dans telle base de données qu'il faut chercher les données. Donc, il y va dans la base de données, il fait un select, récupérer les Nike Air Max dans la table produit. Ici, on récupère, par exemple, 254 Nike Air Max. Alors, dans notre exemple d'aujourd'hui, il y avait 3000 résultats. Là, on va dire qu'il y a 254 dans le tableau. Et cette requête-là, pour les Nike Air Max, vous imaginez bien, pour les livres, ça va être exactement le même processus. S'il y en a qui tapent un livre, le dernier livre de je ne sais qui tape le nom de l'auteur, il y aura peut-être 24 livres. Quelqu'un qui tape des appareils électroniques, recherche PlayStation, il y aura peut-être 125 vendeurs de PlayStation. Donc,
Tout ça pour vous dire, peu importe la requête, tout est stocké dans la base de données et le processus d'interrogation du serveur pour récupérer les données est le même, que ce soit des Nike Air Max, des livres, des appareils électroniques ou des déguisements de carnaval. Donc, il récupère les données et ensuite, les données sont renvoyées à la page HTML. La page HTML a été interrogée la base de données, récupère les prix, les tarifs, etc. Et ensuite, le serveur de base de données renvoie les résultats. Là, vous avez vu, j'ai mis 2 cerveaux. Là. Pourquoi? Parce qu'en fait, le serveur Apache et le serveur MySQL sont dotés d'une mini-intelligence intelligente qui se souvient qui a demandé quoi pour pouvoir renvoyer après au bon client, au bon visiteur, à la bonne page, les données qui ont été demandées. Donc, Apache et serveur MySQL, si vous regardez dans votre dossier WAMP, vous avez binaire ici, et vous voyez, vous avez MySQL, et il y a des fichiers dedans ici. C'est les fichiers qui gèrent tout le système MySQL. De la même manière, vous avez pour Apache, il y a tous les fichiers qui gèrent le serveur Apache. Donc, les données reviennent en sens inverse vers la page HTML, et la page HTML, elle affiche les données des Nike Air Max, et une duplication de cette page est renvoyée vers le client pour afficher les Nike Air Max. Et là, je vous ai mis, vous, développeur, vous êtes là, et avec votre Visual Studio, vous avez développé cette page HTML qui va récupérer les données sur la base de données. Alors, comment on récupère les données sur une base de données en HTML, sachant que la base de données doit être sécurisée? Vous imaginez bien, il y a les mots de passe de vos utilisateurs, peut-être les numéros de carte de crédit, les commandes. C'est des données extrêmement sensibles. Donc, l'accès à la base de données doit être sécurisé. C'est pour ça d'ailleurs que dans WordPress, on demande un utilisateur et un mot de passe dans le fichier wp-config. Eh bien, HTML ne sait pas faire ça. HTML, il est incapable d'interroger les bases de données et de construire dynamiquement les pages. Lui, HTML, c'est un squelette. C'est pour afficher des pages toutes simples. Je vous remontre mon site web. Il est ici. Le blog, là, Snow, il s'appelle. C'est un simple site que j'ai trouvé en HTML pour un portfolio. Et vous voyez, là, il n'y a aucune interrogation de base de données. C'est juste du HTML et du CSS avec des images. Et un peu de JavaScript. Donc, comme le HTML est incapable d'aller interroger les bases de données, même s'il était capable, on ne va pas l'utiliser parce que les gens, regardez, si je retourne sur mon site et que je fais CTRL-U, je vois tout le code source. Donc, si jamais c'était possible en HTML d'aller récupérer les données, les gens, ils n'auraient plus qu'à afficher le code source du site web pour voir le login et le mot de passe pour accéder à la base de données. Donc, d'un point de vue sécurité, ce n'est pas possible non plus avec HTML. Donc, pour ça, on a un problème. Donc, au lieu d'utiliser du code HTML, eh ben, on va utiliser du code PHP. PHP, c'est un langage de programmation serveur. Ça pourrait être du Python, ça pourrait être du Visual Basic, ce qu'on appelle les .NET, ça pourrait être du Perl, ça pourrait être d'autres langages de programmation. Pas de HTML, pas de CSS, pas de JavaScript. Des langages de programmation serveur. Petite parenthèse, attention, JavaScript, maintenant, peut devenir langage serveur. Donc, c'est une petite particularité, et ça, c'est assez récent. Mais normalement, JavaScript, c'est côté client. Donc là, il faut qu'on rédige le développeur, il faut qu'il monte en compétences. C'est très bien qu'il sache faire des pages HTML avec des beaux designs et du JavaScript, des petites animations, contrôler les formulaires, etc. Mais on voit bien qu'on est limité pour fabriquer des sites web dynamiques. Donc, le développeur web monte en compétences et s'accapare les connaissances de programmation serveur. Et PHP, c'est le plus répandu, le plus connu pour tout ce qui est langage de programmation de serveur web. Donc, le PHP, pour qu'il soit exécuté, on a besoin d'un programme qui exécute le PHP. Et c'est le fameux PHP qui a été installé. Donc, vous, en tant que développeur web, c'est pour ça que vous avez installé WAMP,
puisque surtout en cours, vous n'avez pas d'hébergement web avec des serveurs web distants avec des noms de domaine. Donc, vous bossez en local et vous avez installé WAMP. Et donc, quand on vous dit de WAMP server, c'est une façon rapide de parler du serveur WAMP pour installer tout ça. Mais la vérité, c'est que WAMP n'est pas un serveur. WAMP, c'est le logiciel qui va installer Apache, qui va installer MySQL et qui va installer PHP pour pouvoir développer des sites web. Donc, on a cela sur notre ordinateur, on a le Apache, on a le serveur de base de données MySQL et on a l'exécuteur de script PHP qui a été installé. Je vous remonte ici dans les dossiers binaires de WAMP, vous voyez ici PHP. Après, il y a différentes versions, travaillez toujours avec la plus récente. Et ici, on voit le php.exe. Regardez. Alors, je vais tester, je vais voir si ça marche avec ma machine parce que j'ai fait des installations récentes. Mais regardez le php.exe là. Si j'ouvre le terminal et que je vais dans ce dossier-là où il y a le PHP-ini, je peux taper PHP et j'arrive dans la console PHP. Et là, je peux taper directement du PHP avec. Alors, ça ne marche pas comme ça, il faut faire tape et PHP hello. Et là, ah oui, là, il faut appeler des fichiers. Donc, il faudrait que j'aille dans mon dossier pour exécuter. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y a bien le fichier php.exe qui est là pour exécuter vos scripts sur le serveur web. Donc, continuons. Si on reprend la requête des fameuses Nike Air Max, la requête vient de l'extérieur. Apache la reçoit. Apache la reçoit et il voit que l'utilisateur veut afficher des Nike Air Max, les résultats de Nike Air Max. Donc, il va chercher le fichier PHP qui se charge de récupérer des produits dans la base de données et de les afficher. Donc, ensuite, PHP il est exécuté par PHP.exe et il va aller interroger la base de données, comme on l'a vu tout à l'heure, pour aller chercher les Nike Air Max. Il y va, il interroge la base de données, il récupère les Nike Air Max, le serveur MySQL renvoie la liste des Nike Air Max avec les prix, les images, etc., au fameux fichier PHP qui a interrogé la base de données pour récupérer les Nike Air Max. Une fois que PHP a récupéré les données, il fabrique la fameuse page HTML avec les résultats de basket. Il la renvoie à Apache, Apache la renvoie au visiteur et le visiteur s'affiche la liste des baskets. Maintenant, si je suis ici, je reviens sur ma page des résultats de basket et que j'affiche le code source, eh ben, vous ne verrez pas de PHP, vous verrez que du HTML. Pourtant, je vous garantis que cette page de résultats a été fabriquée par un langage de programmation. Alors, je ne sais pas si des données confidentielles, si Amazon utilise PHP ou Python ou je ne sais quoi, peu importe, on s'en fout. Tout ce qu'on a compris, c'est qu'il faut un langage serveur, un langage qui va interroger les bases de données. Et c'est ce que Amazon utilise. Et quand on regarde le code source, cherchez bien, vous allez voir que du CSS, du JavaScript, du HTML, qui met en forme l'apparition, l'affichage des baskets Nike Air Max, avec les prix, etc. Et les liens qui redirigent vers les pages. Donc, tout ça pourquoi? En fait, vous vous souvenez de mon exemple, quelqu'un demande des livres. Il y a quelqu'un qui recherche c'est quoi, des déguisements de carnaval, des livres, des appareils électroniques, des machines à laver sur Amazon, des Nike Air Max. Le développeur n'a pas développé un fichier PHP pour chaque catégorie de produits. C'est à chaque fois le même fichier PHP qui va automatiquement récupérer les données et afficher le résultat. Pourquoi? Qu'on cherche, regardez l'apparence des résultats. Vous voyez bien, il y a 4 images par ligne, avec à chaque fois les produits, le nombre d'étoiles, des réductions s'il y en a, etc. Vous voyez à quoi elle ressemble? Ça ressemble à ça. Maintenant, j'ouvre dans un nouvel onglet. Et là, admettons, je cherche un livre, je ne sais pas, un auteur, et on va mettre des cartes pour faire aller vite. Regardez ici, on a 4 images par ligne. Qu'est-ce qu'on a?
on a exactement le même template. Donc, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a du code PHP qui interroge la base des données, il récupère les données, il prend le template. Le template, souvenez-vous, c'est le plan architectural de la page. Et il place les données dans le template. Et le template, il ne change pas. Que ce soit des baskets, des livres, des appareils photos, des déguisements de carnaval, on aura toujours ce même template avec les photos, 4 photos par ligne, le titre, les étoiles. On voit, il y a l'éditeur ici, le tarif, les délais de livraison, etc., etc. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une flèche ici pour dire qu'un seul fichier PHP peut afficher différentes pages HTML différentes. Maintenant, regardons ce qu'il y a à l'intérieur de ce fameux fichier PHP qu'on a vu ensemble lors des premières journées de cours la semaine dernière. Jetons un œil à ces fichiers PHP. Donc là, j'ai encore zoomé le serveur. Donc, rappelez-vous, les requêtes viennent ici sur la carte réseau. Apache reçoit les requêtes. Il va chercher le bon fichier. Il exécute grâce au PHP les fichiers PHP. Les fichiers PHP, s'ils ont besoin de données dans la base de données, c'est le développeur qui va lui dire. Donc, il va dire, va chercher les données. Et ensuite, le fichier HTML est fabriqué. Donc, qu'est-ce que j'ai noté ici? Un fichier PHP va construire dynamiquement les fichiers HTML à envoyer en tant que réponse au visiteur qui a fait une requête. Alors, j'ai remis du code source d'une page HTML. Vous voyez en bleu clair, j'ai pris le même code couleur que tout à l'heure. En bleu clair, c'est du HTML. En bleu foncé, on voit des appels à des fichiers CSS. On en a ici, je vais enlever ma barre. On voit ici en violet, là, marron, ouais, c'est du violet, mais avec le jaune, ça fait cet effet-là, du JavaScript. Et regardez en rose. En rose, on a notre fameux code HTML, PHP, qui va récupérer les informations qu'on a besoin. Là, vous reconnaissez par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, il y a notre fameuse boucle WordPress qui va interroger la base de données pour récupérer tous les articles, tous les produits au commerce, toutes les pages, tous les commentaires, etc., etc., etc. Donc, quand on revient dans le serveur, je l'ai mis ici, là, le code que je viens de vous voir, parce qu'en fait, le PHP, il est là. C'est celui-ci. Et je l'ai mis à côté des roues dentées, là, des engrenages, pour bien expliquer que PHP, il va exécuter ce PHP qui est à l'intérieur. Et quand il exécute, ça va fabriquer le document HTML qui va être renvoyé vers le client. Alors maintenant, regardez, là, je vous ai mis WordPress. Et c'est là où ça commence un peu à se compliquer. Donc, pour le moment, petite pause de 10 secondes. Est-ce que vous avez bien compris là, ces architectures, client, serveur, interrogation de base de données? Vous avez compris maintenant pourquoi on fait du PHP. Et vous avez, le plus important, c'est que vous avez compris pourquoi dans un fichier PHP, il y a du HTML, il y a du CSS, il y a du JavaScript et il y a du PHP. Donc, le PHP va être exécuté, il va être remplacé par du code HTML pour être envoyé sur le client. Donc, maintenant, WordPress. Si vous regardez WordPress, eh ben, WordPress, lui, je l'ai rajouté un cerveau aussi. Pourquoi? Regarde, jetons un œil dans un dossier WordPress. Le mien, donc dans 3W, dans WP 2021. Excusez-moi si c'est trop petit, mais vous voyez bien qu'il y a plein de fichiers PHP. Et là, on n'est que à la racine. Si je vais dans WP Include, regardez tout ce qu'il y a. Il y a des tonnes et des tonnes de fichiers PHP. Et bien, tout ça, ça permet à WordPress d'exister. À WordPress, je ne veux pas dire que WordPress pense, mais c'est WordPress qui va prendre, qui va gérer tout le bordel. C'est un logiciel qui permet de créer des sites web sans coder WordPress. Avant qu'on démarre
la formation de fabrication de thèmes. Vous avez tous installé WordPress, vous avez tous installé un thème, vous avez tous configuré des pages. Alors, bien sûr, au niveau débutant, vous avez démarré, rien n'est parfait, c'est une usine à gaz. Il reste plein de choses à apprendre, mais vous avez plus ou moins compris qu'on pouvait faire un site sans devoir rentrer dans le codage. Juste en allant dans le menu à gauche, page, nouvelle page, article, nouvel article, menu, nouveau menu, etc. Et vous montez votre site web. Donc, pour permettre à des utilisateurs de créer des sites web sans coder, il faut un logiciel qui gère tout ça et ces fameux back-ends de WordPress. Donc, WordPress est intelligent et quand vous tapez, je vais ouvrir une page, si je vais sur mon site web ici, WordPress, je le charge. Et vous voyez, là, mon site a été chargé. Sauf que quand on ouvre un site web WordPress, ce n'est pas vos fichiers de thème qui sont chargés en premier. Vous voyez bien qu'il y a un fichier index ici. Si j'ouvre ce fichier index, vous voyez qu'il y a du code qui appelle un autre fichier, qui lui-même va appeler un autre fichier. Donc, on a plein de fichiers PHP qui gèrent tout le système WordPress. Et ça, vous n'avez pas rentré dedans, vous n'avez pas essayé de comprendre le code qu'il y a là-dedans. Dites-vous qu'il y a juste plein de lignes de code qui gèrent tout le système. Et vous, en tant que développeur, vous allez essayer de vous incruster dans WordPress en respectant ces règles pour y placer votre thème. Donc, ici, vous voyez, j'ai mis une slide où je montre ce qu'il y a dans index.php. Et en fait, tous ces fichiers-là, j'ai mis des petites flèches pour dire, bah, lui, il va appeler un tel, qui va appeler un tel, qui va appeler un tel, qui va appeler un tel. Et tout ça crée le cœur, le système WordPress. Alors, regardez maintenant cette slide. Parce que c'est clair que quand on démarre, ce n'est pas évident entre client-serveur. Mais comment je fais, moi, sur mon ordinateur pour être à la fois client et serveur? Bah, c'est super simple. On installe WAMP pour installer un serveur Apache, un serveur MySQL et l'exécuteur de script PHP. Et pour simuler le client, on va dans le navigateur. Alors là, j'ai mis Chrome, mais ça peut être Firefox, Internet Explorer, Edge, Microsoft Edge. Et vous tapez l'URL de votre site web qui est en local. Pour ce qui est du local, tous ceux qui ont construit Internet, les IP, les TCP/IP, etc., et les ports, ils sont mis d'accord, ils ont dit, OK, la 127.0.0.1, personne au monde peut utiliser cette IP. Elle est privée, elle ne sert que dans l'ordinateur local. Donc, vous ne pouvez pas aller sur l'ordinateur de votre voisin en tapant 127.0.0.1, ce n'est pas possible, c'est vraiment que votre ordinateur. C'est l'équivalent de localhost, c'est exactement la même chose. Donc, comment on sait quand on est dans le serveur et comment on sait quand on est en tant que client? C'est simple. Quand on est dans Visual Studio, dans le dossier WAMP64 3W et qu'on modifie du code, on est sur le serveur. Et c'est là qu'on voit du PHP. Et nous, en tant que développeurs sur le serveur, on voit le code PHP. C'est nous qui faisons le code PHP. Pour tester nos pages PHP, on ouvre le navigateur, on tape l'IP de notre serveur. Comme on a plusieurs sites web, on met des sous-dossiers. Et il y a le système requête-réponse qui va être exécuté exactement dans le moindre détail que je vous ai présenté avec les slides précédentes. Alors, regardons WordPress, où vous voyez, depuis le navigateur Chrome, on a une requête, 2, donc WordPress va identifier quelle requête c'est. Est-ce que c'est l'affichage d'un article de blog, l'affichage d'un portfolio, l'affichage de la page d'accueil, l'affichage de la liste des articles de blog, l'affichage, etc., etc. Donc, en fonction de l'URL, en fonction de ce que le visiteur, où est-ce qu'il a cliqué et sa requête, qu'est-ce qu'il veut, WordPress va chercher le bon template. Puisque, souvenez-vous, avant qu'on construise un site web, on a mis sur papier, on a fait nos templates. On a dit, OK, la page de blog va ressembler à ça, la page d'un produit va ressembler à ça, la page d'un contact va ressembler à ça. On a fait ça sur papier. Et donc, après, l'idée, c'est qu'on développe les templates pour fabriquer notre thème et afficher, en fonction de la requête, afficher le bon template. Je m'explique. Si sur la page de contact, vous avez décidé de ne pas mettre de sidebar, pas mettre de footer
et juste mettre les contacts avec un formulaire, bah, vous allez créer un template, un plan architectural de page, hein, que pour cette page contact. Et si dans une page d'un article de blog qui s'affiche, vous avez décidé d'afficher une sidebar à droite, une sidebar à gauche, un header et un footer, il va falloir créer un fichier template exprès pour les articles de blog. C'est vous qui décidez. Et là, ce qui est important, c'est que toutes les données, les articles de blog que vous avez écrits, les menus, les pages que vous avez faites sont stockées dans la base de données. Et si vous n'avez pas de thème, le thème sert à afficher toutes ces données que vous avez mises dans le back-end. C'est pour ça que quand vous installez WordPress, il y a obligatoirement un thème qui est déjà installé et activé. Je dirais même plus, il y a 2-3 thèmes installés par défaut qui vous permettent de laisser le choix, de choisir quel thème vous préférez. Donc, le thème sert à afficher tout ce que vous avez configuré dans WordPress. Alors, j'ai un doute pour être sûr. Si je vais dans mon site WordPress, je vais aller dans le back-end, WP Admin. Je suis dans le WP Admin. Et là, vous voyez, je peux ajouter mes pages, ajouter des articles de blog, WooCommerce, je peux configurer des catégories de produits, les commandes, les statistiques, l'apparence, le personnaliser, rajouter des plugins, etc. Tout ce système-là, c'est vous qui le configurez dans le back-end. Mais il ne pourra s'afficher que s'il y a un thème. Donc, nous avons des thèmes dans Apparence thème qui sont déjà activés et personnalisés. Donc, sur le schéma, ici, on voit 1, la requête. 2, on va chercher le thème, le template qu'il faut. 3, on est dans notre template. Qu'est-ce qu'on a écrit dans nos templates? La fameuse boucle WordPress qui va interroger la base de données pour récupérer les données qu'ils font en fonction de la requête qui a été demandée par l'utilisateur. Et ensuite, il renvoie, il fabrique la page HTML et il la renvoie dans le navigateur. Regardons ça en détail dans mon fameux schéma. Je ne vais pas expliquer, la requête arrive, la page va chercher le fichier PHP est exécuté et bien là, on ne met pas du pur PHP pour interroger la base de données. Pourquoi? Parce qu'il faudrait 40-50 lignes de code PHP pour aller récupérer tous les articles, leurs données par année et ce genre de choses. Donc, pour ça, WordPress a créé des mini-fonctions en PHP qui sont beaucoup plus simples. En une ligne, en 2 lignes, on peut aller récupérer des tas de données. C'est les fameux template tags, les conditional tags, les hooks, les actions, les filters. On va voir davantage et en détail cet après-midi. Regardez sur ma slide. J'ai représenté ça par des petites icônes de code. Là. Vous savez, ça, c'est toutes des petites fonctionnalités, des features. Récupérer le titre, récupérer l'auteur, récupérer l'année, récupérer les catégories, afficher le titre, changer le titre dans la page, etc. C'est toutes des fonctionnalités WordPress mises à disposition des développeurs pour fabriquer des thèmes et des plugins. Pourquoi WordPress, je répète, a créé ces codes-là? Je le répète, rien que de récupérer le titre d'un article, ça pourrait vous coûter 20 lignes de code en PHP. Donc, WordPress a pensé que c'était beaucoup plus simple de ne pas réinventer la roue, de faire le travail pour vous. Et vous, en tant que développeur, vous dites « the title » et vous récupérez le titre. Donc, regardons ces features et ces hooks, ces filters, tout cela en détail. Ici, l'objet de cette formation-là, c'est de créer un thème. Donc là, vous voyez que j'ai illustré le thème WordPress. Donc là, on a un thème. Et qu'est-ce qu'on avait vu? Un thème est composé du fichier style.xml qui est, on va dire, la fiche d'identité du thème, où on met l'URL de l'auteur, l'URL du site, la version, la licence, le nom du thème, etc. On a le fichier fonction PHP qui va permettre en fait de connecter votre thème à WordPress avec des super fonctionnalités, d'activer les fonctionnalités ou de les désactiver. Et enfin, on a les fameux fichiers templates, qui sont les plans architecturaux de nos pages. Et donc, dans ces fichiers templates,
on va rajouter des morceaux de code WordPress qui sont faits en PHP. Vous les voyez sont représentés ici, pour pouvoir afficher dans vos templates les données de vos articles, de vos pages, de votre page contact, de votre portfolio que vous avez créé ici dans le back-end et qui ont été sauvegardés dans la base de données. Donc, vous, votre template, quand vous faites la structure HTML, vous avez dit, OK, mon template de ma page Intel, il va avoir un header, il va avoir un footer, il va avoir ça sur la droite, des papillons à gauche et tout ce que vous voulez. Néanmoins, il va falloir récupérer les fameuses données qui sont sur la base de données. Et il va falloir faire d'autres choses comme importer le jQuery, importer Bootstrap, afficher le titre, tout ce que vous voulez faire qui est dynamique et un peu plus sophistiqué et dont les données sont stockées sur la base de données, on va utiliser le langage de programmation de WordPress qui sont les template tags, les conditional tags, les hooks, etc. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit, le thème, c'est la robe de mariée. Vous pouvez la faire la plus belle du monde. Si dans votre robe de mariée, vous n'avez pas mis le code PHP WordPress nécessaire pour aller récupérer les données, vous n'afficherez rien du tout. Vous afficherez des couleurs, des images, parce que vous les avez mis à la main dans Visual Studio, dans vos templates, mais on ne va pas les chercher dynamiquement de façon programmée dans la base de données. Donc, c'est pour ça que je vous ai remis la slide où on voit en bleu ciel le HTML, en mauve foncé le CSS, le JavaScript, et là, pardonnez-moi, j'ai fait une erreur ici, Combinate.js, je devrais le mettre en bleu foncé, c'est un JavaScript, pardon. Hop, hop, bleu marine, je crois que c'est celui-ci. Donc, c'est pour ça que dans vos templates, vous avez le HTML, qui est la structure du site, et à l'intérieur, on a nos fameux codes PHP WordPress qui va récupérer des informations. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? Je vais faire pour Marine aussi qui est à distance. On voit la boucle qui va récupérer toutes les données dans la table post. On voit PHP TheTitle va récupérer le titre. ThePermalink, c'est le lien du post ou de la page en question. TheTime, post, option, getFormat, c'est pour récupérer la date. TheAuthor, récupérer le nom de l'auteur. Comments number, récupérer le nombre de commentaires. Donc, vous ne devez pas apprendre par cœur tout cela. Il y en a des centaines et des centaines. Apprenez par cœur le basique, premièrement. Deuxièmement, n'essayez pas de comprendre le moindre détail de comment fonctionne le code PHP à l'intérieur de The Option, etc. Déjà, d'une, ce n'est pas votre métier par définition. De deux, ce n'est pas très intéressant. Et trois, c'est inutile. Nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est que TheTitle, entre deux balises PHP, ça va afficher le titre. C'est tout. Ici, vous avez le cerveau de WordPress, comment il fonctionne. Avec ici, nous, les développeurs dans le back-end, dans le dashboard, qui créent du contenu, d'accord? Et ce contenu est stocké dans la base de données. Les options aussi. Vous vous souvenez, il y avait des options dans WordPress pour la date. Ceux qui sont américains vont afficher les mois en premier, ensuite la date et l'année, et nous, on peut changer ces options-là. Ça aussi, c'est stocké dans la base de données. Et le visiteur qui arrive, quand il arrive sur le site WordPress, là, on voit le front-end, et automatiquement, on va chercher les données dans la base de données, on va charger les plugins et les thèmes qui sont activés, et on affiche la page. Alors maintenant, revenons à ce que je vous avais expliqué la semaine dernière. Avant de créer un site web, et il faut mettre sur papier notre plan, notre arborescence des sites. D'accord? Et là, quand vous créez un thème, c'est la première chose qu'il faut se faire. On va prendre l'exemple de création d'un thème pour notre portfolio, pour votre portfolio. On avait dit, OK, je vais mettre une page, la page d'accueil, je vais mettre une page blog, je vais mettre une page contact, je vais mettre une page portfolio. Et dans cette, on va dire que le portfolio ici, c'est service. Et service 1, ça va être portfolio 1, projet 2, etc. D'accord? Et à propos, une autre page. Donc ça, on a fait ce plan-là. Et nous, maintenant,
on sait qu'on va devoir stocker le contenu des pages, les images de nos projets dans WordPress, dans le back-end. On va créer les pages, on va créer les articles, on va tout créer ça. Mais maintenant, on veut l'afficher d'une certaine manière. Donc, on va créer un thème. Et pour créer le thème, il faut mettre sur papier cette arborescence et il va falloir décider quel template on va créer pour quelle page. Donc, si vous vous souvenez du template hiérarchie, on commence par la page d'accueil. La page d'accueil, donc je vous montre ici notre thème. Souvenez-vous, c'est dans WP Content, dans le dossier thème. Et dans le dossier thème, on crée un dossier pour nos thèmes. Là, on avait créé nouveau thème. Dans nouveau thème, on avait créé l'index, le feature et le style.css. Et après, on a rajouté nos fameux templates. Et pour savoir quel template il faut créer, eh bien, tout cela dépend de l'arborescence de votre site, de votre projet. Donc là, d'après le template hiérarchie, la page d'accueil, comment on doit appeler notre template pour organiser le visu de la page d'accueil. Vous vous souvenez? C'était quoi? La page par défaut, c'est index.php. Souvenez-vous, dans le template hiérarchie, c'est celle qu'on ne trouve pas. Eh bien, regardons le template hiérarchie. On se base là-dessus pour créer notre thème. Je vais le réafficher et il se lit de gauche à droite. Alors, développeur thème, tant que ça se charge. Ah, voilà. Donc, on lit de gauche à droite et on cherche ma page d'accueil, c'est quoi? Alors, c'est une page d'archive? Non. Ah, c'est une singular page. Par définition, la page d'accueil, c'est une singular page. Mais on sait que WordPress a quelque chose de prévu pour la page d'accueil. C'est ici, site front page, et on voit front-du-6 page.php. Donc, ici, dans notre arborescence sur papier, qu'est-ce qu'on se dit? Ben, on se dit que la page d'accueil ici, ça va être front-du-6 page.php. Ensuite, la page d'accueil des articles de blog, si on regarde notre template hiérarchie, on sait que c'est la page home.php. Regardons, c'est important que vous maîtrisez bien ce template hiérarchie s'il veut s'afficher là. La page d'accueil des blogs est ici. Blog post index page, et on suit la ligne, on suit la ligne, on suit la ligne, on suit la ligne, et on voit ici, c'est le home.php. Donc, c'est pour ça qu'ici sur ma slide, pour la page d'accueil des blogs, j'ai mis home.php. Je vais mettre plus à côté, ça peut peut-être porter à confusion, je vais mettre à côté là. Voilà. Ensuite, la page de contact. Qu'est-ce que la page de contact? C'est une page. Donc, on va créer le template page.php. La page portfolio qui affiche tous les portfolios, c'est quoi comme type de contenu? C'est une page aussi. Donc, ça va être le template page.php. La page à propos, si vous avez une page qui sommes-nous, c'est une page HTML aussi. Toutes ces pages-là, vous les faites ici dans le back-end. Page, toutes les pages, ajouter page, une page contact. La page à propos, vous ajoutez une page à propos. Sauf que c'est dans le template que vous allez décider si elle s'affiche de la même manière que les autres pages. Vous allez pouvoir personnaliser l'affichage. Si on regarde la page, là, on est dans le service, j'avais dit, c'est les portfolios. On va dire 10 projets dans le portfolio. Et ben après, à chaque fois, on va créer des pages pour chaque projet, pour afficher les détails, comment ça s'est passé, une image, etc. Et ben c'est une page aussi. Donc, ça va utiliser le template page.php. La page des catégories de blog. Souvenez-vous, je vous avais expliqué ce que c'est qu'une archive. Une archive, en fait, c'est une liste de contenus
qui s'affiche. La page de la liste des articles de blog, c'est une page d'archive. La page des listes des articles de blog d'un certain auteur, c'est une page archive. La page des articles de blog d'une certaine catégorie, c'est la page archive. Pourquoi? Parce que ça va s'afficher toujours de la même manière. Quand vous allez sur un blog et que vous avez la liste des articles, si vous cliquez sur une catégorie pour n'afficher que les articles de cette catégorie-là, vous allez voir que le plan intérieur de la page, c'est exactement la même chose. Donc, on utilisera aussi page.php. Pour les articles de blog, donc les catégories, on va utiliser archive PHP, mais par contre, chaque article de blog, quel est le template d'un article de blog? Eh bien, nous devons revisionner notre template hiérarchie et regarder qu'est-ce qu'un template d'un article de blog. Eh bien, on regarde à gauche et on cherche singular page. Ça sent bon là. On a soit single post page ou static page. Là, on reconnaît ce qui est article de blog et ce qui est page. Si je reviens dans le back-end, vous voyez bien ici, on a des pages et on a des articles. Donc, deux types de templates différents. Et si on continue, blog post, il est là. On voit qu'on peut faire des customisés là. Et on voit ici single-du-6 post PHP. Si jamais WordPress ne trouve pas ce fichier-là dans votre thème, il va chercher le suivant, single.php. Donc ici, les deux peuvent marcher. C'est pour ça que dans ma slide, j'ai mis single.php. Mais je pourrais mettre single-du-6 post PHP. Maintenant, vous avez vu sur papier, là, vous avez commencé à construire les templates de votre page. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que vous avez dit, OK, la page d'accueil, il n'y aura que le header. Il n'y aura pas de sidebar. La page de contact, il n'y aura que le header. Il n'y aura pas de sidebar. Mais peut-être que la page des services, vous voudriez l'afficher, c'est la part des portfolios. Peut-être que la page des portfolios, vous voulez l'afficher sans sidebar et d'une certaine manière. Donc, par rapport à toutes les autres pages. Donc, pour ça, vous avez la possibilité de créer des templates personnalisés rien que pour une page. Si on regarde le template hiérarchie et qu'on veut faire ça pour des pages, alors malheureusement, je ne peux pas zoomer. Je vais rechercher, essayer de retrouver ça. S'il veut bien s'afficher, il ne veut toujours pas s'afficher, lui. Bon, tant pis si je peux pas. On arrive. Il est là. Voilà, je vais pouvoir zoomer dessus. Donc, si on suit les pages, static page, on voit qu'on a notre page PHP pour toutes les pages. Mais là, je disais, si on veut que notre page de portfolio soit différente visuellement au niveau de la structure, du plan architectural de la page, je veux qu'elle soit différente des autres pages, j'ai la possibilité de créer un page-du-6 le slug ou page-du-6 ID. C'est quoi le slug? Souvenez-vous, quand je vais sur une page, là, regardez, on a une page About Us. Si je vais sur la page About Us, j'ai ici le fameux slug. Donc, si je voulais personnaliser cette page About Us, ou dans ma tête, je me dis cette page ne va pas ressembler aux autres, je pourrais créer un template page-du-6 about-du-6 us.php. Et c'est ce que nous avons fait lors des exercices. J'avais créé la page checkout, où j'avais dit on va personnaliser la page de paiement. Donc là, en gros, si on devait faire un thème pour notre WordPress, on sait qu'on doit aller dans le dossier WP Content, dossier thème, et dans le dossier thème, on crée un dossier pour notre thème, on l'appellerait par exemple portfolio, mon portfolio. Et dans ce dossier de mon portfolio, on va créer un index PHP qui est obligatoire, style.css, sa fiche d'identité, et le fonction.php qui est obligatoire. Et après, on va créer un fichier template front page PHP, home PHP, page contact PHP, page service.php.
Regardez là, j'ai même créé une page présentation service PHP. Je peux, si je le souhaite, appeler mon template turlututu chapeau pointu.php. Et là, normalement, vous allez me dire, oui, mais il n'est pas dans le template hiérarchie, ce turlututu. Comment on peut faire ça? En fait, il nous offre cette possibilité, WordPress. Par contre, il nous dit, attention, si vous faites ça, vous allez juste rajouter un petit commentaire. On l'avait fait ensemble, souvenez-vous. Je vous le montre dans la page service. Tout ce qu'il faut rajouter, c'est ces lignes de commentaires ici, template name service. Ce qui permet, quand vous êtes sur une page, ici, de choisir. Oh merde. Pardon, j'ai appuyé sur l'avion déconnecté. Là, j'ai dû être déconnecté de Team. Marine, t'es toujours avec nous? Hop, je vais la récupérer. Elle est tombée du camion. Oui, oui. Ça va. Excuse-moi. Et là, regardez, comme on a créé un template personnalisé avec le nom qu'on voulait et qu'on a rajouté les lignes de commentaires pour dire attention, ça c'est un template spécial, on peut, quand on crée la page ici, choisir son template. On voit bien ici, service. Alors, revenons. Donc, c'est ainsi qu'on prépare toutes les pages de notre PHP. Et c'était ma dernière slide de présentation avant qu'on va rentrer dans les fameux codes PHP qui vont être super casse-tête. Donc, je vous demanderai de ne pas être anxieux, parce que vous ne comprenez pas immédiatement tous ces morceaux de code PHP qui vont récupérer des textes. On va aller dans le fichier fonction PHP. Ça va être pour vous, c'est tout à fait normal. Vous arrivez dans le digital, ça va être assez intense d'un point de vue complexité. Ignorez. Dites-vous juste, je vais afficher le titre, c'est The Title. Yasta. Et ma boucle, il faut que je la mette partout dans mes templates pour pouvoir aller récupérer les données. Et une fois que vous allez construire votre premier thème, où vous allez mettre des choses compliquées dans fonction PHP pour permettre d'afficher l'image de mise en avant. Vous vous souvenez, par exemple, l'image de mise en avant, c'est l'image qu'on peut mettre dans les articles de blog. Ça, si vous n'activez pas ça dans votre thème ne l'affichera pas. Et c'est ce que nous avons fait. Et ça se fait dans le fichier fonction. Si j'ouvre le fichier fonction, PHP qui est ici, alors là, j'ai rajouté les title tags. Et là, j'avais activé les add theme support post thumbnail. Donc, dans un fichier fonction, on va pouvoir activer plein de trucs qui ont été configurés dans WordPress, mais qui sont présents, mais qui ne vont jamais se manifester si vous, dans votre thème, vous n'allez pas les chercher et les activer. Jetons un œil au fichier fonction d'un autre thème, par exemple Blossom Coach. Je vais dans son dossier. Si j'affiche leur fichier fonction.php, regardez tout ce qu'il y a. Il y a plein de trucs qui permettent là, de chercher d'autres fichiers, par exemple. Les fichiers apparemment de style. Lui, il a organisé ça comme ça. Et là, en fait, c'est des sous-fichiers qui contiennent les hooks. Si on regarde dans le dossier Inc Custom Function, Inc Custom Function, on voit toutes les fonctions. Ah, regardez, on reconnaît celle-ci. Hide Title Tag. On a vu ici l'image de mise en avant. Il l'a activée. Ici, ça va être pour activer les menus. Ici, c'est pour activer le HTML5. Et vous voyez tout cela, bien entendu, c'est super complexe. Qu'est-ce que vous allez comprendre ça en une semaine de cours, quoi. C'est du chinois, quoi. Ce n'est pas grave. Vous, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est du WordPress, qu'il faut le mettre dans le fichier fonction.php pour activer des choses. Donc, le jour où vous allez tout seul développer votre thème, et vous allez dire, mince,
j'arrive pas à afficher les commentaires ou afficher le menu, par exemple. Ben, vous taperez simplement dans Google WordPress, thème, développement, afficher le menu. Et vous allez tomber sur quoi? Ben, sur un petit article ou le morceau de code qui vous permet d'ajouter des menus. Et il est ici. Et vous copierez depuis un article de blog, un tuto, vous collez, vous enregistrez, vous actualisez, vous allez voir votre menu apparaître. Sans être rentré dans le détail de qu'est-ce que c'est que ESC, HTML, UMARI, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de comprendre un peu cela, mais pas de panique. Hein. Vous n'êtes pas censé maîtriser ça par cœur et connaître tout ça par cœur. Il faut juste savoir que ça existe. Et quand vous voulez faire quelque chose de dynamique sur votre thème, il va falloir bosser là-dessus et chercher la solution sur Internet.